Je me souviens de Marseille non pas comme d'une ville, mais comme d'une gorge qui avalait des navires et recrachait des hommes brisés. L'air y était lourd, un mélange épais de sel, de poissons pourrissants et de l'encens coûteux qui s'échappait des demeures des riches marchands. Chaque matin, le soleil se levait sur le port comme une plaie ouverte, illuminant la saleté incrustée dans les pavés, la misère collée au visage des marins et le balancement incessant des coques qui grinçaient comme des âmes en peine. C'était un monde de cordages et de chaînes, de cris en des langues que je ne comprenais plus et de silence en celles que l'on m'avait forcé d'apprendre. J'étais l'un des rouages silencieux de cette immense machine, une ombre parmi les ombres, mon existence définie non pas par ce que j'étais, mais par ce que je n'étais pas, ni libre, ni maître, ni même un homme aux yeux de ceux qui possédaient le sol sur lequel je marchais. Mon univers commençait et finissait au niveau du sol. Mes yeux étaient formés à ne jamais se lever, à étudier le monde à travers les bottes crottées, les souliers de soie et les pieds nus, qui foulaient les mêmes pierres inégales. Je pouvais dire la richesse d'un homme au son de ses pas, la hâte d'une servante à la façon dont son sabot glissait sur l'humidité, la peur d'un fuyard au martèlement désordonné de sa course dans une ruelle sombre. La terre de Marseille était une chronique de la hiérarchie. La boue des bas-fonds s'accrochait aux pauvres, tandis que les porteurs de chaises maintenaient leurs maîtres au-dessus de la souillure, les transportant comme des divinités fragiles. Ma place était en bas, dans la poussière et les détritus, là où le regard ne s'attarde jamais, là où l'on apprend que pour survivre, il faut savoir lire le danger dans la boue avant même de lever la tête. Dans la grande demeure de M. Dubois, le silence était une autre forme de mur. Mes journées étaient une litanie de gestes invisibles. Cirer des parquets qui ne devaient jamais garder l'empreinte de mes pieds, polir l'argenterie jusqu'à ce qu'elle reflète un visage qui n'était pas le mien, tendre des draps qui ne connaîtraient jamais la fatigue de mon corps. J'étais un fantôme au service de la lumière, un souffle d'air qui déplaçait la poussière sans jamais se faire remarquer. Ma survie dépendait de ma capacité à me fondre dans le décor, à devenir aussi inanimé qu'une chaise ou qu'un rideau de velours. Les autres domestiques partageaient cette existence effacée. Nous nous croisions dans les couloirs obscurs avec des hochements de tête imperceptibles, nos vies entières contenues dans la peur partagée d'un mot trop fort, d'un geste maladroit, d'une présence qui se ferait sentir au mauvais moment. Le maître de la maison, M. Dubois, n'avait pas besoin d'élever la voix pour inspirer la terreur. Sa présence suffisait. L'air se glaçait à son approche. Le son de sa canne à pommeau d'argent sur le marbre annonçait un jugement imminent. Il se déplaçait dans sa propre maison comme un conquérant sur une terre étrangère. Chaque objet, chaque personne, une possession sur laquelle il exerçait un droit absolu. Sa cruauté n'était pas celle de la colère, mais celle de l'ennui et du pouvoir incontesté. Il pouvait briser un homme d'un simple mot, d'un regard dédaigneux qui vous rappelait votre condition de chose. Pour lui, la discipline n'était pas une correction, mais une affirmation de sa place au sommet du monde, un rappel constant que nos vies ne tenaient qu'au fil de son bon vouloir, et que ce fil était d'une fragilité terrifiante. Madame Élodie, son épouse, était la plus belle parure de la maison. Une fleur délicate enfermée sous une cloche de verre, admirée de tous, mais touchée par personne, surtout pas par l'affection. Je la voyais passer des heures près de la fenêtre du grand salon, le regard perdu vers le port, son visage d'une pâleur de porcelaine. Son silence était différent du nôtre. Le sien n'était pas celui de la prudence, mais celui d'une cage dorée. Dans ses yeux, je lisais une solitude si profonde qu'elle en devenait un abîme. Elle était aussi prisonnière que moi, mais sa prison était faite de soie et de convenances, de dîners interminables et de sourires vides. Elle était une propriété, tout comme moi, mais sa valeur exigeait qu'elle soit préservée et exposée, tandis que la mienne exigeait que je sois caché et oublié. Un jour, sur la place du marché, j'ai vu ce que le système faisait de ceux qui osaient défier l'ordre. Un homme, un marin déserteur, était attaché au pilori. Le bourreau, torse nu et suant sous le soleil de midi, faisait claquer son fouet avec une précision méthodique. Chaque coup arrachait un lambeau de peau et un cri qui se perdait dans les acclamations d'une partie de la foule. L'odeur du sang et de la sueur se mêlait à celle des épices et du poisson.
Je suis resté là, paralysé, incapable de détourner le regard. Ce n'était pas un spectacle, c'était une leçon gravée dans la chair de cet homme pour que nous la lisions tous. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. Voilà le prix de la désobéissance. Voilà le langage que nos maîtres utilisaient pour s'assurer que nous comprenions bien les règles du monde. De retour à la demeure, les murs me semblaient encore plus étroits. Le souvenir des cris de l'homme supplicié résonnait dans le silence feutré des salons. Je comprenais que la violence de la place publique et la discipline silencieuse de la maison n'étaient que deux facettes de la même tyrannie. Ici, le fouet était remplacé par la peur constante de la disgrâce, par la menace d'être jeté dehors, sans rien, à la merci du monde brutal que je venais de contempler. Chaque serviteur portait cette peur sur son visage, dans la courbure de son dos, dans la rapidité de ses gestes. Nous étions un troupeau silencieux, vivant sous la menace d'un prédateur dont nous ne pouvions jamais prévoir l'humeur. Et nous savions tous que le moindre faux pas pouvait nous renvoyer à la barbarie qui attendait juste derrière les drilles dorées du domaine. Les soirs de réception, le contraste entre nos deux mondes devenait une blessure physique. En haut, dans la salle à manger, la lumière des chandeliers se reflétait sur les cristaux, les rires forcés couvraient le bruit des fourchettes en argent, et la nourriture s'amoncelait sur les plats comme une offrande à des dieux indifférents. Je me déplaçais entre les convives, le corps raide, le visage vide, remplissant les verres, présentant les plats, aussi invisibles que l'air qu'ils respiraient. Puis, je retournais dans l'ombre des cuisines, où la chaleur des fourneaux était suffocante et où l'odeur de la graisse se mêlait à notre propre sueur. Là, nous attendions, affamés, les restes de leur festin, une autre forme de hiérarchie qui décidait de qui mangerait les morceaux de viande et qui devrait se contenter du pain rassis. Cette maison respirait les secrets. Il transpirait des murs en pierre, se cachait dans les plis des lourds rideaux et se chuchotait dans les couloirs de service. Il y avait les secrets des amours interdites entre domestiques, les secrets des petits vols pour survivre, les secrets des ressentiments que l'on gardait enfouis comme des charbons ardents. Je les sentais partout, une tension palpable qui rendait l'air difficile à respirer. J'avais appris à ne rien voir, à ne rien entendre, à ne rien savoir. Posséder le secret d'un autre était un fardeau dangereux, une monnaie d'échange qui pouvait vous sauver ou vous condamner. Et moi, je portais déjà le mien, le souvenir d'une autre terre, d'une autre vie, un secret si profondément enfoui qu'il ne me restait plus que la douleur de son absence. Parfois, depuis une fenêtre du grenier où je dormais, je pouvais voir la mer. La même mer qui m'avait volé ma famille et ma liberté, qui m'avait transporté comme une marchandise dans la cale puante d'un navire. Pour les maîtres de Marseille, elle était une promesse de richesse, une route vers des mondes à conquérir et à piller. Pour moi, elle était une tombe liquide, un horizon infranchissable qui me séparait à jamais de tout ce que j'avais été. Elle était le symbole de ma condition, vaste, puissante, indifférente, et sur ces vagues dansaient les reflets des fortunes bâties sur les eaux de mon peuple. Regarder la mer n'apportait aucun espoir, seulement le rappel constant et silencieux que je n'étais qu'un débris rejeté par la tempête sur un rivage hostile. Une nouvelle tension avait commencé à s'installer dans la maison, plus lourde et plus inquiétante que les secrets habituels. Elle émanait de Madame Élodie. Son corps changeait, une courbe subtile que ses robes amples peignaient de plus en plus à dissimuler. Personne n'osait prononcer le mot, mais il flottait dans l'air, dans les regards furtifs que les autres servantes échangeaient en la voyant passer. Un héritier était attendu. Mais dans le silence de son regard terrifié, je ne voyais pas la joie d'une future mère. Je voyais la panique d'une femme au bord d'un précipice. Une certitude froide s'est alors emparée de moi, une intuition née de l'habitude de sentir le danger avant qu'il ne frappe. Ce secret qu'elle portait en elle n'était pas une promesse, c'était une tempête qui s'amassait, et je savais avec une clarté effroyable qu'elle allait tous nous emporter. Mon nom est Auguste, un nom qui m'a été donné ici, sur cette terre froide, pour effacer celui que mes parents m'avaient murmuré sous un soleil différent. Ce premier nom est un fantôme dans ma bouche, une mélodie perdue dont il ne me reste que la douleur de l'écho. Ma vie d'avant n'est plus qu'un assemblage de sensations brisées, la chaleur de la terre sous mes pieds nus, l'odeur sucrée des mangues trop mûres, la voix de ma mère chantant une berceuse que les vagues ont emportée.
Ici, je ne suis qu'une paire de mains, un dos courbé, une ombre qui glisse sur les parquets cirés. Ma peau, qui là-bas était une simple couleur, est devenue ici une marque, une condamnation, une cage aussi réelle que les murs de cette demeure. Chaque matin, en polissant l'argenterie, je vois un visage étrange se refléter dans le métal. Un visage qui a appris à ne rien exprimer, à enfouir les souvenirs si profondément qu'ils ne sont plus que des cicatrices sur l'âme. Madame Élodie était la créature la plus seule de cette maison. Je l'observais depuis mon invisibilité, tandis qu'elle passait ses journées assise près de la grande fenêtre, ses mains fines posées sur un livre qu'elle ne lisait jamais. Son regard se perdait au-delà des jardins parfaitement taillés, vers l'horizon agité du port, comme si elle y cherchait une échappatoire qui n'existait pas. Le frottement de ses robes de soie était le son le plus triste que je connaisse, un bruit de feuilles mortes dans les couloirs silencieux. Elle était une poupée précieuse, parée pour des yeux qui ne la voyaient pas, parlant avec des mots qui n'étaient pas les siens. Dans le silence de sa prison dorée, je reconnaissais une souffrance sœur de la mienne. Nous étions tous les deux des propriétés de Monsieur Dubois, mais sa chaîne était faite d'or et de convenance, et la mienne de fer et de mépris. Une chaîne reste une chaîne, quelle que soit la matière dont elle est forgée. La présence de Monsieur Dubois était une force physique, une pression sur l'air qui annonçait sa venue bien avant que le son de ses pas ne se fasse entendre. Il ne criait jamais. Sa voix était toujours mesurée, presque douce, mais chaque syllabe était un fil de glace qui pouvait vous transpercer. Pour lui, nous n'étions pas des êtres humains, mais des mécanismes qui devaient fonctionner sans faille. Une assiette mal placée, un verre de vin rempli une seconde trop tard, une trace de poussière sur un meuble étaient des défauts dans sa mécanique, des offenses à l'ordre parfait de son monde. Je l'ai vu un jour briser la main d'un valet de pied avec sa canne, non par colère, mais avec le calme méthodique d'un homme qui redresse une pièce tordue. Il n'y avait aucune haine dans son geste, seulement l'affirmation froide et absolue de son pouvoir. Il était la loi, le juge et le bourreau, et sa maison était son royaume de terreur silencieuse. Le mariage de monsieur et madame était un spectacle auquel nous assistions tous les jours, un théâtre de cruauté feutrée. Lors des dîners, il l'humiliait par des compliments empoisonnés, louant sa beauté d'une manière qui la réduisait à un simple objet de décoration, ou questionnant ses opinions avec un sourire condescendant qui la forçait au silence. Elle encaissait, le visage impassible, mais je voyais la vie se retirer de ses yeux, laissant place à un vide poli, aussi brillant et froid que le marbre du vestibule. Leur nuit était sans doute encore plus silencieuse. Le grand lit conjugal que je préparais chaque soir me semblait un tombeau de glace, un autel où sa jeunesse et sa joie étaient sacrifiées pour la promesse d'un héritier qui porterait le nom de Dubois. Un nom qui était à la fois sa couronne et sa pierre tombale, un héritage bâti sur l'effacement de tout ce qu'elle était. Chaque regard que Monsieur Dubois posait sur moi était un rappel de ce que j'étais à ses yeux. Une chose importée, une curiosité exotique, dont l'utilité justifiait à peine l'existence. La couleur de ma peau était une insulte permanente à la pureté de son monde. Il parlait parfois des colonies avec ses invités, décrivant les terres et les gens comme on décrit du bétail ou des ressources naturelles, et je devais rester là, immobile, le servant en silence tandis qu'il disséquait mon histoire et celle de mon peuple avec le détachement d'un entomologiste. Cette violence n'était pas celle des coups, mais celle des mots qui vous nient, qui vous effacent, qui vous transforment en une abstraction. C'était une torture lente qui me vidait de ma substance, me rappelant sans cesse que ma vie ne m'appartenait pas, qu'elle était suspendue à la volonté d'un homme pour qui le mot humanité avait des frontières bien définies par la couleur de la peau. Je la voyais dépérir. La pâleur de son visage devenait translucide, ses gestes plus lents, comme si elle se déplaçait sous l'eau. Une aura de désespoir palpable l'enveloppait, un parfum de tragédie qui se mêlait à l'odeur de la cire et des fleurs coupées dans les vases. Elle et moi ne nous étions jamais parlé au-delà des ordres et des réponses soumises, mais dans les rares moments où nos regards se croisaient par accident, je voyais une panique si profonde que j'en avais le souffle coupé. C'était le regard d'un animal piégé qui, sans les murs de sa cage, se resserrait inexorablement.
Je ne savais pas encore la nature du secret qui la rongeait, mais je savais, avec la certitude des opprimés qui apprennent à lire les signes avant-coureurs des catastrophes, que le silence de cette maison allait bientôt se briser en un cri qui nous engloutirait tous. Ce fut une nuit où l'air semblait s'être figé, lourd et immobile comme l'eau d'un marécage. La cloche des cuisines avait à peine sonné la fin de notre service lorsqu'une des jeunes servantes, le visage blême et les yeux ronds de stupeur, vint me chercher. Madame Élodie me demandait, non pas par l'intermédiaire de l'intendante, comme l'exigeait le protocole immuable de cette maison, mais directement. La requête elle-même était une fracture dans l'ordre du monde, un murmure qui fit taire toutes les conversations fatiguées. Monter dans les appartements privés de la maîtresse à 7 heures tardives n'était pas un ordre, c'était une anomalie, un présage. Chaque marche de l'escalier de service que je gravissais me semblait plus froide, chaque pas résonnait dans ma poitrine comme le battement d'un cœur condamné. Je sentais les regards des autres domestiques me suivre, un mélange de curiosité et de pitié, car nous savions tous qu'une telle entorse aux règles ne pouvait annoncer qu'une tempête. Elle se tenait près de la cheminée, mais le feu éteint ne lui offrait aucune chaleur. La lumière d'une unique bougie sculptait son visage, creusant des ombres sous ses yeux et faisant briller les larmes silencieuses qui perlaient sur ses joues. Elle ne portait pas les atours de soie et de broderie qu'elle arborait en public, mais une simple robe de chambre en coton blanc qui la faisait paraître plus jeune, plus fragile, presque une enfant. J'entrais sans un bruit, gardant les yeux fixés sur le motif du tapis comme on m'avait appris à le faire, attendant l'ordre qui justifierait ma présence en ce lieu interdit. Mais aucun ordre ne vint. Le silence s'étira, devenant si dense que je pouvais entendre le crépitement de la cire chaude et le souffle erratique de sa respiration. C'était un silence différent de celui, pesant et autoritaire, de son mari. C'était un silence brisé, au bord de l'effondrement, un silence qui hurlait la panique qu'elle ne pouvait exprimer. Finalement, sa voix s'éleva, à peine un murmure, si faible que je dus tendre l'oreille pour la saisir. « Auguste ». Elle prononça mon nom, et ce fut la première fois que je l'entendais de sa bouche sans qu'il soit suivi d'une directive. Il flotta entre nous, dénué de l'intonation de commandement, presque comme une question. Elle fit un pas vers moi, ses mains jointes devant elle comme pour une prière, et je sentis une vague de terreur pure me glacer le sang. Mon instinct, forgé par des années de survie, me criait de fuir, de retourner à mon invisibilité, de refuser ce qui allait venir. Une maîtresse ne montre jamais sa vulnérabilité à un serviteur, à moins que le gouffre sous ses pieds ne soit devenu si large qu'elle soit prête à s'accrocher à n'importe quoi pour ne pas tomber. Et en cet instant, je compris que j'étais ce n'importe quoi, le dernier recours d'une femme aux abois. Je levai les yeux. C'était une transgression, un acte d'insubordination que mon corps commit avant même que mon esprit ne puisse l'arrêter. Et pour la première fois, je vis au-delà de la parure de Madame Dubois. Je vis une femme piégée, dont la cage dorée était devenue une chambre de torture. Dans la panique qui inondait son regard, je ne vis pas l'arrogance de sa classe, mais une peur que je connaissais intimement, une peur viscérale et primitive. C'était la peur de l'animal traqué, la peur de celui dont la vie et le corps ne lui appartiennent plus, une peur qui effaçait la distance entre sa soie et mes haillons. En cet instant, le protocole, la hiérarchie, la couleur de nos peaux s'évaporèrent, ne laissant que deux êtres humains terrifiés sous le même toit, prisonniers du même tyran. Sa solitude faisait écho à la mienne, et dans ce miroir de désespoir, une connexion étrange et dangereuse se forma. Elle ne me confia aucun secret cette nuit-là, elle n'eut pas besoin de mots. Sa terreur parlait pour elle. Elle me demanda simplement si elle pouvait avoir confiance en moi. Si je pouvais garder un silence plus profond encore que celui que l'on exigeait de moi chaque jour. Je ne répondis rien. Un oui aurait été une promesse, un non une insulte. Mon silence fut ma réponse, un abîme dans lequel elle plongea son dernier espoir. Elle hocha lentement la tête, comme si elle avait compris. En quittant la pièce, je sentis le poids de son secret non dit s'attacher à moi, une chaîne invisible mais plus lourde que toutes celles que j'avais jamais portées. Je redescendis les escaliers, non plus en tant que simple serviteur, mais en tant que complice. Je ne savais pas encore quelle tragédie elle cherchait à cacher, mais je savais avec une certitude absolue que son naufrage serait désormais le mien. Nos jours qui suivirent, la maison devint un champ de mines invisible. Chaque couloir était un chemin périlleux, chaque porte fermée une menace potentielle.
Le secret qu'elle m'avait confié sans le nommer pesait sur mes épaules, modifiant la texture de l'air que je respirais. Je n'étais plus simplement Auguste, le serviteur, j'étais le gardien d'un silence qui pouvait tous nous anéantir. Mes gestes, autrefois automatiques et effacés, étaient désormais calculés, chaque mouvement exécuté avec une conscience aiguë du danger. Je scrutais les visages des autres domestiques, cherchant dans leurs yeux un signe de suspicion, une lueur de connaissance. La peur n'était plus une toile de fond à mon existence, elle en était devenue la substance même, un poison lent qui s'infiltrait dans chaque heure de veille et hantait mes rares moments de sommeil. Je sentais le regard de M. Dubois sur moi, ou peut-être était-ce simplement ma propre paranoïa qui transformait son indifférence habituelle en une surveillance méticuleuse. Nos rencontres étaient des fragments de temps volés à la tyrannie des horloges, un croisement dans le jardin d'hiver où l'humidité des plantes exotiques masquait nos murmures. Je taillais une feuille morte et elle s'arrêtait, feignant d'admirer une orchidée. Ces questions étaient brèves, des sondes lancées dans mon obscurité. Je répondais par des phrases courtes, des images brisées d'un soleil plus chaud et d'une mer plus bleue, des mots qui goûtaient la cendre sur ma langue. Ces conversations n'étaient pas des échanges, mais des reconnaissances mutuelles de nos cages respectives. Elle voyait en moi plus qu'un serviteur, elle voyait un autre exilé, un être dont le monde avait été arraché, et dans cette reconnaissance, notre alliance silencieuse se cimentait, aussi fragile et dangereuse qu'une toile d'araignée tissée au-dessus de brasier. L'oppression de la maison semblait s'intensifier, comme si les murs eux-mêmes sentaient la transgression. Monsieur Dubois était plus présent, son humeur plus sombre. Le son de sa canne sur le parquet était un avertissement constant, un métronome qui rythmait notre terreur. Je le voyais observer sa femme avec une intensité nouvelle, un regard qui n'était ni de l'amour ni de l'inquiétude, mais celui d'un propriétaire inspectant un bien de valeur qui présenterait un défaut. Chaque repas devenait une séance de torture psychologique. Il disséquait ses paroles, critiquait ses silences, la maintenant dans un état de tension perpétuelle. Je me déplaçais autour de leur table, le corps rigide, sentant le poids de leurs regards non dits. J'étais devenu une partie de leur drame silencieux, un accessoire dans une pièce dont je connaissais l'issue tragique, et ma simple présence dans la même pièce qu'elle me semblait être une provocation, un secret hurlant dans le silence. Lors d'une soirée pluvieuse, alors que je ravivais les braises dans la cheminée de sa chambre, elle me parla pour la première fois de sa propre enfance. Elle décrivit un couvent froid, où sa seule joie était de lire des livres interdits, des récits de voyages et d'amours impossibles. Sa voix était un fil ténu, chargé d'une mélancolie qui imprégnait la pièce. Elle parlait d'un monde où elle n'avait jamais eu le droit de choisir, où son destin avait été scellé dès sa naissance, une marchandise échangée contre un nom et une fortune. En l'écoutant, je compris que sa prison dorée avait été construite brique par brique bien avant son mariage. Elle n'avait connu que des ordres et des devoirs. Je réalisai alors que sa transgression, quelle qu'elle fût, n'était pas un acte de malice, mais le sursaut désespéré d'une âme qui avait tenté de respirer une seule fois avant de suffoquer pour de bon. Je ne lui offris aucune parole de réconfort. Les mots étaient un luxe que ma position m'interdisait, et une trahison que ma prudence me défendait de commettre. Mon silence, cependant, avait changé de nature. Ce n'était plus le silence vide de la soumission, mais un silence plein, une écoute profonde qui lui disait qu'elle était entendue. Je me contentais de poser une bûche de plus dans le feu, un geste simple, mais qui dans le contexte de notre relation naissante était une promesse de chaleur et de protection. Nos regards se croisèrent dans le reflet dansant des flammes sur la vitre de la fenêtre. Pour la première fois, je ne vis pas en elle la maîtresse de maison, mais une femme brisée par le même système qui m'avait broyé. Nous étions deux naufragés sur des radeaux différents, dérivant sur le même océan de cruauté, et nous nous accrochions l'un à l'autre par la simple force de notre désespoir partagé. Le danger se matérialisa un après-midi. Nous étions dans la bibliothèque. Elle me montrait un passage dans un livre, son doigt effleurant la page à quelques centimètres du mien, un acte d'une intimité si interdite qu'il me brûlait la peau. Nous n'avions pas entendu les pas de M. Dubois sur l'épais tapis. Il apparut dans l'encadrement de la porte, une silhouette sombre découpée dans la lumière du couloir. Le temps se suspendit. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut assourdissant, chargé d'une violence imminente. Le visage d'Élodie devint d'une blancheur de cire, mais elle ne retira pas sa main. Elle la laissait poser sur le livre ouvert, un défi muet d'une audace folle. Je sentis mon cœur s'arrêter de battre.
Son mari nous dévisagea, ses yeux passant de son visage au mien, un calcul froid se faisant dans son regard. Puis, avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux, il fit une remarque sur le choix de sa lecture et s'éloigna. L'air redevint respirable, mais nous savions tous les deux qu'une graine de suspicion venait d'être plantée. Après cet incident, nos rencontres devenaient une nécessité vitale. La curiosité initiale a laissé place à un besoin viscéral de connexion. Pour elle, j'étais la seule personne au monde à qui elle pouvait parler sans masque, le seul témoin de sa terreur. Pour moi, elle était la première personne depuis une éternité qui me voyait comme un être humain, dont le regard ne me réduisait pas à ma couleur ou à ma fonction. Protéger son secret était devenu de manière tordue une façon de retrouver ma propre humanité. C'était un acte de résistance, un non silencieux adressé à Monsieur Dubois et au monde qu'il représentait. Notre relation était une anomalie dangereuse, une fleur vénineuse qui poussait dans l'ombre de la tyrannie, et nous savions tous les deux qu'elle nous mêlerait à notre perte. Mais nous étions incapables de l'arracher. Elle était la seule chose qui nous maintenait en vie. Une nuit, alors que le vent hurlait à l'extérieur, faisant gémir la charpente de la maison, elle me fit venir dans la petite chapelle privée du domaine. La seule lumière venait d'un cierge qui projetait nos ombres démesurées sur les murs de pierre froide. C'est là qu'elle m'avoua une partie de la vérité. Elle ne nomma personne, mais elle parla d'un homme qui lui avait montré de la douceur, dont les mains n'étaient pas celles d'un maître mais d'un égal. Elle décrivit une brève parenthèse de bonheur, quelques semaines volées à sa vie de servitude, un amour né dans le secret des ruelles du port. Sa voix se brisa lorsqu'elle parla de la conséquence de cet amour, une conséquence qu'elle portait en elle comme une bombe à retardement. Je ne lui offris aucune parole de réconfort. Les mots étaient un luxe que ma position m'interdisait et une trahison que ma prudence me défendait de commettre. Mon silence, cependant, avait changé de nature. Ce n'était plus le silence vide de la soumission, mais un silence plein, une écoute profonde qui lui disait qu'elle était entendue. Je me contentais de poser une bûche de plus dans le feu, un geste simple, mais qui dans le contexte de notre relation naissante était une promesse de chaleur et de protection. Nos regards se croisèrent dans le reflet dansant des flammes sur la vitre de la fenêtre. Pour la première fois, je ne vis pas en elle la maîtresse de maison, mais une femme brisée par le même système qui m'avait broyé. Nous étions deux naufragés sur des radeaux différents, dérivant sur le même océan de cruauté, et nous nous accrochions l'un à l'autre par la simple force de notre désespoir partagé. Une nuit, alors que le vent hurlait à l'extérieur, faisant gémir la charpente de la maison, elle me fit venir dans la petite chapelle privée du domaine. La seule lumière venait d'un cierge qui projetait nos ombres démesurées sur les murs de pierre froide. C'est là qu'elle m'avoua une partie de la vérité. Elle ne nomma personne, mais elle parla d'un homme qui lui avait montré de la douceur, dont les mains n'étaient pas celles d'un maître mais d'un égal. Elle décrivit une brève parenthèse de bonheur, quelques semaines volées à sa vie de servitude, un amour né dans le secret des ruelles du port. Sa voix se brisa lorsqu'elle parla de la conséquence de cet amour, une conséquence qu'elle portait en elle comme une bombe à retardement. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs, brûlants d'une résolution terrifiante. Elle ne demandait pas le pardon, ni même la pitié. Elle me livrait les faits, froids et tranchants comme un morceau de verre brisé. En l'écoutant, je ne ressentis ni jugement ni surprise. Je ressentis une profonde et douloureuse familiarité. Son histoire d'un bonheur fugace et interdit faisait écho à mes propres souvenirs perdus d'une vie où j'étais libre. Je comprenais la soif qui pouvait pousser quelqu'un à boire à une source empoisonnée juste pour goûter à l'eau une dernière fois. Son péché n'était pas la luxure, mais l'humanité. Elle avait osé désirer, sentir, vivre dans un monde qui exigeait qu'elle ne soit qu'une icône silencieuse. Le secret qu'elle portait n'était pas seulement la preuve d'une liaison, c'était la preuve qu'elle était en vie. Et je savais, avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os, que ce monde, notre monde, ne pardonnait jamais à ceux qui osaient prouver qu'ils étaient vivants. Sa condamnation était scellée, non pas par son acte, mais par le désir de liberté qui l'avait inspiré. À la fin de sa confession, elle se tourna vers moi, le visage éclairé par la flamme vacillante de la bougie. Son calme était plus effrayant que n'importe quelle crise de larmes. Elle me regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, la distance entre la maîtresse et le serviteur s'effaça complètement, nous laissant face à face deux conspirateurs au bord de l'abîme.
Le temps presse, Auguste, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus la plainte du vent. La tempête arrive, et lorsque la nuit sera la plus noire, tu devras être prêt. Elle ne m'en dit pas plus, mais dans son regard je lus l'ordre terrifiant qu'elle n'osait pas formuler. Je devais devenir une ombre, un passeur, le gardien d'une vie qui n'avait pas encore commencé et qui était déjà condamnée. Je quittais la chapelle, le froid de la pierre semblant avoir pénétré ma propre chair. La peur avait cédé la place à une résignation glaciale. La tempête arrivait et j'allais devoir marcher en son cœur. La nuit tomba sur Marseille non pas comme une couverture, mais comme une lame de guillotine. Un orage né au large des côtes africaines s'abattit sur la ville avec une fureur biblique. Le vent hurlait dans les cheminées comme une âme en peine, et la pluie martelait les vitres avec la violence de poings enragés. L'intendante m'avait envoyé dans les appartements de Madame Élodie pour m'assurer qu'un volet, malmené par les rafales, était bien arrimé. Je pénétrais dans la chambre sur la pointe des pieds, l'air chargé de l'odeur de la cire d'abeille et d'une tension si palpable qu'elle semblait vibrer au même rythme que les éclairs qui déchiraient le ciel. Elle se tenait près de la fenêtre, simple silhouette sombre face au déchaînement du monde, et je sentis, avec une certitude glaciale, que la tempête du dehors n'était que le faible écho de celle qui faisait rage en elle, une tempête qui menaçait de tout emporter sur son passage. Alors que je luttais avec le loquet en fer forgé, un son déchira le fracas de l'orage. Ce ne fut pas un cri, mais quelque chose de plus terrible encore, un gémissement étranglé, le bruit d'une digue qui cède sous une pression trop longtemps contenue. Je me retournai et la vis, les mains pressées contre sa bouche, son corps secoué de tremblements incontrôlables. Le masque de froide dignité qu'elle portait en permanence s'était brisé en 1000 morceaux, révélant le visage nu d'une terreur absolue. Ses yeux, immenses dans la lueur vacillante de la bougie, n'étaient plus ceux d'une maîtresse, mais ceux d'un animal traqué, au bord de la folie. Le protocole, ma condition, la peur de la punition, tout s'effaça devant cette détresse à l'état pur. Le monde bien ordonné de la demeure du bois venait de s'effondrer et nous étions tous les deux, elle et moi, au milieu des ruines, sous un ciel en guerre. Le monde bascula. Dans un mouvement qui semblait durer une éternité, elle fit un pas chancelant vers moi, ses genoux se dérobant sous elle. Mon corps réagit avant mon esprit. J'avançai et la saisis avant qu'elle ne touche le sol. Et c'est ainsi que l'ultime tabou fut brisé. Mes mains, les mains d'un serviteur noir, se posèrent sur les bras d'une femme blanche, mon corps soutenant le sien. Je sentis la chaleur de sa peau à travers la fine batiste de sa robe, le poids de son désespoir, le parfum de ses cheveux mêlé à l'odeur de la pluie. Le temps s'arrêta. Il n'y avait plus ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme, seulement deux êtres humains suspendus au-dessus d'un abîme, s'accrochant l'un à l'autre dans l'œil du cyclone. Cet instant de contact physique, si simple et si profondément interdit, était une transgression plus grave que n'importe quel secret. C'était un acte de reconnaissance mutuelle, une confession silencieuse que nos solitudes étaient de la même matière. Combien de temps restâmes-nous ainsi? Quelques secondes ou une vie entière, je ne saurais le dire. Le grondement du tonnerre semblait s'être éloigné, remplacé par le son assourdissant de son souffle contre ma poitrine et les battements de mon propre cœur qui cognaient contre mes côtes comme un prisonnier. Je sentais le danger de ce geste dans chaque fibre de mon être. Si quelqu'un nous avait vus, ma mort aurait été la plus simple des sentences. Lentement, je l'aidai à se redresser, rompant le contact comme on retire sa main d'un brasier. Nos regards se croisèrent, et dans le sien, je ne vis plus seulement de la peur, mais une forme de gratitude si intense qu'elle me brûla plus encore que la honte ou la terreur. La distance entre nous avait été abolie pour toujours. Nous n'étions plus une maîtresse et son serviteur. Nous étions des complices, liés par le poids d'un contact qui ne pourrait jamais être effacé. Elle ne dit rien. Aucun mot n'aurait pu traduire ce qui venait de se passer entre nous. Elle se contenta d'un lent hochement de tête, une acceptation muette de notre destin désormais commun. Je reculai dans l'ombre, mon devoir accompli, et je quittai la chambre sans un bruit, refermant doucement la porte sur sa solitude. Mais en redescendant l'escalier de service, le froid du marbre sous mes pieds, je savais que quelque chose en moi s'était brisé pour toujours.
Cet acte de compassion, ce geste d'humanité élémentaire, était aussi le sceau de ma propre condamnation. Je n'avais pas seulement soutenu une femme au bord du gouffre, j'avais accepté de sauter avec elle. La tempête finirait par passer, mais une autre, plus silencieuse et plus mortelle, venait de naître entre ces murs. Et je savais, avec une certitude qui me glaçait le sang, qu'elle ne nous laisserait aucun survivant. Le temps de l'attente s'acheva dans une symphonie de draps souillés et de cris étouffés. L'accouchement fut une bataille menée dans le secret d'une chambre aux volets clos, avec pour seuls alliés une vieille sage-femme au visage de parchemin et moi, posté derrière la porte, sentinelle d'un désastre imminent. Le premier enfant naquit au lever du jour, un garçon pâle et fragile dont le cri aigu fut un soulagement presque douloureux. Puis un second, identique, un autre garçon. La sage-femme, le front perlant de sueur, murmura des félicitations, mais le regard d'Élodie ne quitta pas le mien. Il y avait une terreur dans ses yeux que la douleur physique ne pouvait expliquer. Elle savait, et j'attendais, le cœur battant au rythme des contractions qui reprenaient, sentant que le véritable jugement n'avait pas encore été rendu. La maison retenait son souffle, suspendue à la promesse de ses deux héritiers, ignorant la catastrophe qui se préparait dans le silence de cette chambre. Et puis il vint, le troisième enfant. Un silence de mort tomba sur la pièce, plus assourdissant que tous les cris précédents. La sage-femme se figea, son geste suspendu, son visage se décomposant en un masque d'incrédulité et d'effroi. Le nouveau-né, minuscule et parfait, portait sur sa peau la couleur du secret. Une teinte délicate, un mélange de cuivres et de crème qui était à la fois la preuve irréfutable de l'amour et l'acte d'accusation sans appel. C'était un verdict gravé dans la chair, une vérité que nul mensonge ne pourrait jamais effacer. Le bébé ne pleurait pas, il semblait dormir, ignorant le cataclysme que sa simple existence venait de déclencher. Dans la pénombre, sa peau semblait absorber la faible lueur de la bougie, devenant le centre d'un univers qui s'effondrait. La vieille femme fit un pas en arrière, se signant, comme si elle venait de voir le diable en personne. Élodie ne poussa aucun cri. Une force terrible, née du désespoir le plus pur, s'empara d'elle. Elle se redressa sur ses coudes, le visage blanc comme la mort, et ses yeux me trouvèrent dans l'ombre. Il n'eut pas de mots, il n'en avait pas besoin. Son regard était un ordre, une supplique, un transfert de fardeau. Prends-le, sauve-le, fais-le disparaître. Je compris alors le véritable sens de ma promesse. Il ne s'agissait pas de protéger un secret, mais une vie innocente dont le seul crime était de refléter une vérité que ce monde ne pouvait tolérer. La sage-femme, tremblante, balbutiait des prières, ses yeux allant du bébé à moi, puis à sa maîtresse, comprenant la conspiration qui se nouait sous ses yeux. Elle était devenue le premier maillon faible de notre chaîne, un témoin dont le silence devrait être acheté ou imposé. Pendant que la vieille femme, sous les ordres glaciaux d'Élodie, préparait les deux premiers-nés pour les présenter au maître, je m'approchai du lit. Le contraste était une torture pour l'esprit. En bas, dans le grand salon, j'entendais déjà les bruits de pas pressés, le murmure excité de M. Dubois qui attendait la nouvelle de sa descendance. Il allait célébrer la pureté de sa lignée, la continuation de son nom, tandis qu'ici, dans cette chambre qui sentait le sang et la peur, nous organisions la dissimulation de ce qui souillait son honneur. Élodie enveloppa elle-même le troisième enfant dans un châle sombre, ses gestes précis et dénués de toute tendresse maternelle, mus par la seule urgence de la survie. Elle me le tendit, son bras tremblant, évitant de regarder le visage de son fils une dernière fois, de peur de ne pouvoir le laisser partir. Je pris l'enfant dans mes bras. Le poids de ce petit corps était celui de mon propre destin. Sa chaleur contre ma poitrine était une brase qui pouvait à tout instant embraser ma vie et la réduire en cendres. Je devins une ombre, glissant hors de la chambre alors que la porte du couloir principal s'ouvrait pour laisser entrer M. Dubois, avide de voir ses héritiers. Je me fondis dans l'obscurité des escaliers, chaque marche me rapprochant d'un avenir incertain. Le son de sa voix forte et triomphante résonna derrière moi, célébrant la naissance de ses jumeaux. Il ne se doutait pas,
que le fruit le plus dangereux de cette nuit-là n'était pas dans un berceau doré, mais dans les bras d'un esclave, un secret vivant qui, s'il était découvert, exigerait un baptême de sang dont personne ne sortirait indemne. Je trouvai refuge dans le ventre de la ville, une cave humide qui sentait la terre et le vin tourné. Le bébé, que j'avais nommé Siloé, un nom murmuré d'une terre lointaine, dormait contre ma poitrine, sa respiration un fil de soie dans le silence oppressant. Chaque goutte d'eau qui suintait des murs de pierre était pour moi le pas d'un garde, chaque cri de mouette au-dessus de nos têtes l'annonce de notre découverte. Je le nourrissais avec du lait de chèvre que je volais la nuit, me déplaçant comme un spectre dans les ruelles endormies. Je le regardais dormir, sa peau un poème écrit dans 2 langues, et je sentais un attachement féroce et terrifiant grandir en moi. C'était un amour né de la peur, une paternité de circonstance qui faisait de moi le gardien d'une flamme dans un courant d'air. Je savais que cette paix fragile était un mensonge, une simple pause avant que la hache ne s'abatte, mais pour quelques jours, nous fûmes un monde à nous deux. La trahison ne vint pas d'un ennemi, mais de la peur. La sage-femme, hantée par le secret dont elle avait été le témoin, ne put supporter le poids de son silence. L'or de M. Dubois était une promesse plus rassurante que la loyauté envers une maîtresse déchue. La rumeur s'infiltra d'abord dans les cuisines de la grande demeure, comme un poison, un chuchotement qui enfla jusqu'à devenir une certitude. Un 3e enfant, un enfant dont la peau portait la marque de l'infamie. La nouvelle remonta les escaliers de service, puis les escaliers d'honneur, jusqu'à atteindre les oreilles du maître. Je le sentis avant de l'apprendre. L'air de Marseille changea, devint plus lourd, plus chargé de menaces. Les regards dans la rue n'étaient plus indifférents, ils étaient scrutateurs. Je compris que mon invisibilité m'avait été retirée. Je n'étais plus une ombre, j'étais une cible, et le monde entier était devenu le terrain de chasse de M. Dubois. La fureur de M. Dubois ne fut pas un orage, mais un glacier. Un froid polaire s'abattit sur la maison, gelant les mots dans les gorges et les sourires sur les lèvres. Il ne cria pas, il ne brisa rien. Il se contenta de s'enfermer dans son bureau pendant 1 jour et 1 nuit, et lorsque la porte s'ouvrit, son visage était celui d'un juge qui avait déjà prononcé toutes les sentences. L'ordre fut rétabli avec une précision chirurgicale et impitoyable. La sage-femme disparut, sans doute au fond du port avec une bourse trop lourde pour qu'elle puisse nager. Les serviteurs qui avaient trop écouté furent renvoyés sans préavis, jetés à la misère comme un avertissement pour ceux qui restaient. La maison devint un mausolée, un lieu où la vie elle-même semblait avoir peur de faire du bruit. La tyrannie de M. Dubois n'était plus simplement une question de discipline, elle était devenue une purge, une quête méthodique pour effacer la souillure de son nom par le silence et par le sang. La trahison de Madame Élodie fut la plus cruelle des condamnations. Elle ne fut ni battue ni tuée. Une mort rapide aurait été une miséricorde. Au lieu de cela, M. Dubois la déclara folle. Il fit venir des médecins de Paris qui, après un bref examen et un long dîner, attestèrent de son hystérie et de son esprit dérangé, une maladie qui, disait-il, pouvait produire des délires et des visions. Elle fut dépossédée de son nom, de son statut, de ses 2 premiers-nés qui furent confiés à des nourrices. Je la vis une dernière fois, à travers les grilles du domaine, alors qu'on la faisait monter dans une voiture aux fenêtres closes. Son visage était vide, ses yeux ne voyaient plus rien. Elle était devenue un fantôme avant même d'être morte, enfermée dans le silence d'un couvent lointain, une prison de pierre où son cri ne serait jamais entendu. Son existence fut effacée, réduite à une rumeur honteuse, une note de bas de page dans la grande histoire de la lignée Dubois. Commence alors ma fuite, une course désespérée dans les entrailles d'une ville qui s'était refermée sur moi comme un piège. Chaque porte était une impasse, chaque visage un potentiel dénonciateur. Les primes offertes pour ma capture étaient affichées sur les murs, ma description à côté de celle des criminels les plus endurcis. Moi, Auguste, devenu le monstre qui avait souillé l'honneur d'une grande famille. Je me cachais dans les cales des navires, dans les greniers à foin, dans les cimetières, le petit Siloé blotti contre moi, son silence miraculeux notre seule chance de survie. Mais la faim, la fatigue et le cercle qui se resserrait nous condamnaient. Je sentais les yeux de la ville sur moi, une surveillance de tous les instants. Marseille n'était plus une ville, c'était une cage à ciel ouvert, et les barreaux étaient faits de la peur et de la cupidité des hommes. L'océan, autrefois la promesse d'un ailleurs, n'était plus qu'une barrière infranchissable. Ils me trouvèrent à l'aube, sur les quais, là où mon voyage avait commencé des années plus tôt.
J'étais acculé, le clapotis de l'eau sale derrière moi et les hommes de Dubois devant. Le soleil se levait, illuminant la scène d'une lumière froide et cruelle. Je n'essayais pas de me battre. Je savais que toute résistance était vaine. Mon seul et dernier acte de défi fut de déposer doucement Siloé dans une barque de pêcheurs abandonnée, le recouvrant d'un filet pour le cacher, une prière silencieuse sur les lèvres, pour qu'un cœur charitable le trouve avant eux. Puis je me suis retourné pour leur faire face. Je n'ai pas vu le coup venir. Une douleur fulgurante dans mon dos, puis une autre, et une autre. Je suis tombé à genoux, le goût du sang et du sel dans la bouche. Mon dernier regard fut pour la mer, cette grande indifférente qui avait tout pris, et je crus entendre, par-delà la douleur, non pas un cri de bébé, mais le faible murmure d'une promesse tenue. Mon nom est Auguste, et ceci est la fin de mon histoire. Mais ce n'est pas la fin du silence. Mon corps a été jeté à la mer, mon nom effacé des registres, mon existence niée. Élodie s'est éteinte dans sa prison de prière forcée. Siloé, si le destin lui a souri, a grandi sans connaître ni son nom, ni sa mère, ni l'homme qui a donné sa vie pour la sienne, une autre âme perdue dans le grand tumulte du monde. L'ordre a été restauré. La lignée de M. Dubois est restée pure. La maison se dresse toujours, fière et silencieuse, ses murs gardant les échos de nos vies brisées. Mais si vous tendez l'oreille, par-delà le bruit du vent et des vagues, vous pourrez peut-être entendre d'autres histoires comme la mienne. Elles sont innombrables, chuchotées par ceux que le monde a tenté de faire taire. Écoutez-les, car dans leur silence se trouve la seule vérité qui vaille.